Eh bien, il est 14h30, chose promise. Eh bien, Chose nous due. allons démarrer, chose due, tout à fait, Caroline. Je te propose, Caroline, de te présenter à nos participants pour cette chronique du partage. Tout à fait, Eric. Bah, écoutez, déjà, bienvenue à tous. Bienvenue, c'est le troisième épisode de la chronique du partage. Moi, je suis Caroline Mounier, je suis la responsable expertise juridique et patrimoniale chez RS. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui d'Éric Bidot. Eric, je te laisse le soin de te présenter. Merci, Caroline. Eh bien, pour cette chronique, je suis toujours directeur régional Nouvelle-Aquitaine et également chez RS, j'ai la charge de l'animation des métiers de l'expertise comptable à travers des programmes de formation dans le cadre du club social des experts comptables, mais également des interventions à certains congrès régionaux, au congrès national qui aura lieu cette année à Marseille en octobre, et puis aux différents événements de vos syndicats professionnels qu'il peut y avoir tout au long de l'année. Si effectivement vous vous interrogez sur le replay, sur le support, n'ayez aucune crainte. Comme les précédents épisodes de notre chronique, ils seront disponibles et vous pourrez les récupérer. Vous avez l'adresse qui s'inscrit sur cet écran et qui reviendra de manière assez récurrente tout au long de cette présentation. RS, qui sommes-nous? Donc, nous sommes des spécialistes du partage de la valeur et de l'épargne longue. Aujourd'hui, nous avons des encours dont la majorité sont constitués de dispositifs et d'épargne salariale et retraite, plus de 6 milliards d'euros d'encours et une distribution soit en direct sur des grands comptes, donc quelques références grands comptes que vous avez ici, soit à travers un réseau intermédiaire de partenaires Orias, d'experts comptables, qui travaillent en interprofessionnalité avec nos partenaires Orias sur des entreprises en règle générale pour leur écrasante majorité de moins de 50 salariés, voire de moins de 20 salariés. Cet épisode numéro 3 nous emmène, en l'absence de l'apparition des décrets, mais je ne vais pas spoiler une intervention de Caroline à venir dans quelques secondes, sur la holding éligible à l'épargne salariale. Donc, on verra quels sont les critères à respecter et les filles qu'elle peut animer cette holding. L'idée, c'est de partager avec vous quel est l'équipement optimum en termes de partage de valeur pour une holding, sur quels critères choisir l'équipement en partage de valeur d'une holding, et évidemment, et par miroir, par symétrie, la même réponse pour les filles que peut animer cette holding. Alors, la nouvelle série, aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de la saison 1 de la chronique du partage. Comme l'a justement indiqué Eric, nous allons nous intéresser au dispositif de partage de la valeur qu'on peut mettre en place au sein des holdings et des filles. Normalement, on aurait dû aujourd'hui, le sujet était dédié plutôt au décret d'application. Néanmoins, les décrets ne sont pas encore parus, donc nous avons interverti les deux sujets. Mais ça ne serait tardé. Justement, donc, d'un point de vue réglementaire, ça a été un long processus. Cette loi, finalement, la volonté du législateur était vraiment de coller à ce qu'avaient proposé les partenaires sociaux. C'est une loi en plus de transposition. Donc finalement, le décret doit d'abord passer en consultation devant la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle doit également passer ensuite en Conseil d'État avant sa parution. Donc a priori, il n'y aurait qu'un seul décret à venir pour tous les sujets. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que c'est un peu retardé, puisqu'il y a des cas, notamment les cas de déblocage anticipé, qui n'ont pas encore été réglés. Donc, ça a été un peu décalé. On attend normalement une publication d'ici la mi-avril. Ces décrets d'application devraient définir la méthodologie de calcul tant attendue des seuils, entre 11 et 50 salariés pour l'assujettissement des dispositifs de partage de la valeur, les nouveaux cas de déblocage anticipé et bien sûr les modalités de placement de la PPV et l'éventuel abondement sur les plans d'épargne. Alors, il y a eu
un échéancier qui a été publié. Peut-être que vous l'avez vu. Il a été publié sur Légifrance notamment et sur le site de l'Assemblée nationale. Donc cet échéancier, il ne faut pas le retenir, hein. Les dates sont erronées puisqu'il indique notamment des dates allant de début à mi-mars. Donc là, comme vous avez pu le constater, il n'y a eu aucune parution de décret. Donc il ne faut pas retenir ces dates et ça sera vraiment d'ici la mi-avril. Donc, en attendant, si on revient sur la mesure phare de cette loi, c'est l'obligation de la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de 11 à 50 salariés. Donc, qui est concerné? Donc, ce sont ces entreprises-là, hein, entre 11 et 50 salariés. Elles ne doivent pas déjà être équipées d'un dispositif de partage de la valeur et elles doivent avoir réalisé un bénéfice net fiscal supérieure à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Alors, qu'est-ce qu'elles pourront mettre en place? Elles ont bien évidemment le choix entre un accord de participation, un accord d'intéressement, une prime de partage de la valeur ou encore de l'abondement. Pour la mise en place, elle se fera dans les conditions de mise en place habituelles des accords. À partir de quand les entreprises sont concernées, ça va dépendre de quand est-ce qu'elles clôturent leur exercice. Donc, si les entreprises, elles clôturent par exemple au 31 décembre, elles seront obligées de mettre en place le dispositif à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025. Pour celles qui sont en exercice décalé, donc par exemple, prenons une entreprise qui va clôturer au 31 mars, celles-ci auront l'obligation à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 2025. Alors finalement, en termes de sanctions, il n'y a pas vraiment de sanctions réglementaires à ce jour, hein, donc peut-être qu'il y en aura via les décrets qui seront prévus, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit la volonté aujourd'hui du législateur, puisqu'il a donné notamment une durée probatoire à la mesure, hein, qui est normalement de 5 années. Donc finalement, la première sanction, ce serait plutôt dans le climat social de l'entreprise, hein, puisque les salariés sont au courant de ces mesures. Donc si l'entreprise ne propose pas de dispositif, ou alors un dispositif avec un faible montant, donc ça a été par exemple une question qu'on a pu avoir, est-ce que je peux proposer un abondement à hauteur de 1 euro? Alors dans les faits, oui, mais c'est fortement déconseillé, hein, puisque ça peut vraiment engendrer un mauvais climat social, des départs des salariés, une difficulté à recruter les futurs talents. Donc finalement, ce qu'on préconise, c'est d'anticiper la mise en place de ces dispositifs dès que possible. Alors d'ailleurs, à ce sujet, l'AMF a commandité les entreprises qui ne sont pas équipées de dispositifs pour leur demander notamment quel serait l'impact positif, hein, de ces dispositifs-là sur la fidélité et la motivation à l'entreprise. Donc ce qu'il en ressort, c'est vraiment que ça apporterait de la fidélité, de la motivation, donc par conséquent, ça renforcerait finalement la marque employeur. Donc, il est fortement conseillé, bien sûr, que ces entreprises mettent en place le plus rapidement possible des dispositifs de partage de la valeur. Alors, Eric, il me semble que c'est l'heure maintenant de notre quiz avec 2 questions, comme d'habitude, qu'on prévoit pour nos internautes. Tout à fait, Caroline. 14h39, c'est désormais l'heure du quiz. Donc, je vous propose le quiz suivant. Me confirmes-tu, Caroline, qu'il s'affiche à l'écran? Oui, tout à fait, Eric. Eh bien, première question que nous vous proposons. Dans une holding éligible à l'épargne salariale, nous verrons dans quelques minutes quels sont les critères à observer, bien entendu. Les produits, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les différents produits du compte de résultat, et les charges d'exploitation sont décidées par l'actionnaire dirigeant. À votre avis, dans ce cas de figure typique et spécifique au holding, est-ce que nous avons un aléa sur les soldes intermédiaires de gestion? Donc la réponse est soit oui, soit non. Pour la deuxième question, donc nous avons une holding qui déclenche son accord d'intéressement sur la performance des filles animées. Alors, l'intéressement est
obligatoire sur les filles pour couvrir au moins 2/3 des effectifs? Est-ce que la réponse est oui ou est-ce que la réponse est non? Je mets fin à ce sondage et nous allons lever le suspense sur ces questions. Donc la première question, avons-nous un caractère aléatoire dans la mesure où le dirigeant et ou l'actionnaire décide du montant du chiffre d'affaires, dans la mesure où il décide des ressources à mettre en œuvre pour assurer soit les prestations, soit l'exercice d'un mandat social. Évidemment, il n'y a pas de caractère aléatoire sur les soldes intermédiaires de gestion, sur le compte de résultat d'une holding. En conséquence, si un accord d'intéressement est fondé sur les soldes intermédiaires de gestion ou le compte de résultat de la holding, il ne revêtra pas de caractère aléatoire et en cas de contrôle URSSAF, pourra donc être qualifié en salaire. Ce Enfin, qui... oui, Pardon. oui, je t'en prie, Caroline. J'allais dire ce qui nous amène à la deuxième question finalement. Voilà, S'il n'y a pas de caractère aléatoire sur la holding, donc on va chercher le caractère aléatoire en déclenchant l'intéressement par rapport aux résultats donc, des filles animées. Dans ce cas-là, c'est préconisé, c'est d'ailleurs même obligatoire, mais il faut que les filles soient bien évidemment couvertes à hauteur de 2/3 des effectifs. Sinon, la holding ne pourra pas elle-même mettre en place un accord d'intéressement au sein de sa structure. parfait. Eh bien, merci Caroline. Poursuivons Merci. maintenant justement sur la holding, les critères d'éligibilité. Pourquoi est-ce que nous équiperions une holding? Bien entendu, c'est une structure d'animation. Donc, on va avoir des postes clés, des dirigeants. On a une double approche patrimoniale, fiscale. Et effectivement, on va chercher avec les dispositifs de partage de valeur et notamment d'épargne salariale à optimiser le mix de rémunération et traitement de l'ensemble des salariés et mandataires sociaux éligibles au dispositif d'épargne salariale. Donc la holding éligible, eh bien, elle est, comme on le dit le sens commun, animatrice. Hein. Elle facture des management fees et où elle est rémunérée pour l'exercice d'un mandat social. Bien entendu, comme dans toute mise en place de dispositifs d'épargne salariale, nous allons vérifier l'éligibilité du dirigeant. Et nous regarderons pour le cas spécifique de la mise en place d'un intéressement sur une holding si au moins 2/3 des effectifs des filles animées par cette holding, c'était la question numéro 2 de notre quiz, est couvert par un accord d'intéressement. Bien entendu, ce n'est pas forcément le même accord d'intéressement que celui que l'on va mettre en place sur la holding. Éligibilité du dirigeant. Alors, Caroline, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le sujet? donc, est-ce que le dirigeant est éligible? Eh bien, oui, mais à certaines conditions. Donc, les conditions qu'il va falloir réunir, c'est tout d'abord la présence d'au moins un salarié à la mise en place de l'accord et la présence du salarié au jour du versement du dirigeant. Donc, la présence d'un salarié au moment de la mise en place de l'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, il va falloir différencier, distinguer si il s'agit d'un tout premier emploi à temps plein ou non. Donc, s'il s'agit du tout premier emploi à temps plein dans la structure, dans ce cas-là, on va regarder l'effectif à la fin du mois. S'il y a bien un salarié, le dirigeant sera éligible dès le mois d'après. Donc, je prends un exemple. Si j'embauche mon premier salarié là en mars 2024, et ben dès avril 2024, le dirigeant sera éligible et pourra donc verser sur les plans, bénéficier de l'abondement, etc. Dans le second cas, s'il ne s'agit pas d'un tout premier emploi, dans ce cas-là, on va regarder ce qu'il s'est passé sur l'année précédente. Donc, est-ce qu'il s'agissait d'un temps plein ou est-ce qu'il s'agissait ensuite d'un temps partiel? Donc, si le salarié est à temps plein, donc a été embauché à temps plein, donc là, c'est assez simple. On va regarder s'il y a au moins eu un salarié à temps plein le dernier jour d'un mois. Donc, par exemple, si un salarié a été embauché pendant un mois en octobre 2023, le dirigeant 2024 est éligible, à condition bien sûr qu'au moment du versement 2024, il y ait bien le même salarié ou un autre. Si le salarié est embauché à temps partiel sur l'année précédente, il y a une tolérance administrative dans ce cas-là. Il faut que le salarié ait été présent au moins 6 mois de manière consécutive ou non. Donc dans ce cas-là,
le dirigeant pourra être éligible dès 2024 si le salarié était là pendant au moins 6 mois. Si ces deux conditions donc, sont réunies, le dirigeant et son conjoint, s'il il a la qualité de conjoint collaborateur, conjoint associé, il pourra bénéficier, comme les salariés, des plans d'épargne, des primes d'intéressement et de participation et de l'abondement qui peut s'y rattacher. Pour le conjoint donc collaborateur ou conjoint associé, il doit bien avoir ce statut-là et avoir bien sûr une activité non rémunérée au sein de l'entreprise. Alors, il y a plusieurs outils de partage de la valeur qui s'offrent donc à l'entreprise. Donc, on distingue tout d'abord les stocks. Donc, les stocks, c'est les plans sur lesquels je vais pouvoir venir verser mes primes. Donc, on distingue, donc il y a le plan d'épargne inter-entreprise. Donc, c'est le plan qui est à moyen terme, hein, puisque les sommes qu'on va y verser dessus sont bloquées pendant 5 ans. Et le plan d'épargne retraite collectif dans inter-entreprise, où là, les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite. Donc, c'est un horizon qui est plus à long terme. Ensuite, les flux, donc c'est les sommes que je vais pouvoir venir verser sur ces plans. Donc, on a les versements volontaires. Donc, le bénéficiaire peut tout à fait réaliser des versements volontaires sur ces plans. Sur le PEI, néanmoins, il y a une limite qui est de 25% de sa rémunération. Pas de limite pour le PER. On peut également venir verser de la participation et de l'intéressement. Alors là, il y a un plafond à respecter également, qui est de 75% du PAS, donc du plafond annuel de la sécurité sociale. Ces 3 types de flux peuvent être abondés si l'employeur, le chef d'entreprise a décidé d'abonder ces sommes-là. Donc, il peut venir abonder ces sommes en plus. Donc là encore, il va y avoir un plafond à respecter. Sur le PEI, le plafond est de 8% du PAS et sur le PER, il est de 16% du PAS. Donc finalement, ça fait environ chaque année pour le bénéficiaire jusqu'à 77 115 € par an et par personne. Donc, c'est un montant vraiment extrêmement intéressant. Alors ici, en plus, c'est hors prime de partage de la valeur, hein, puisque les prochains décrets doivent venir modifier les flux et doivent venir ajouter la prime de partage de la valeur au sein de ces flux. Donc, nous vous présenterons d'ici là une version modifiée de cette jolie diapo. Alors, pourquoi on s'intéresse au dispositif de partage de la valeur? Tout simplement, comme vous le voyez sur cette diapo, on passe d'une création de valeur de 38% à 90%. Donc, si jamais on versait un salaire versus si on verse de l'épargne salariale qui est investie sur les plans. Ça fait environ 2,3 fois plus d'efficacité en plus. Donc, finalement, on ne peut pas, en tant que dirigeant aujourd'hui, en tant que dirigeant et conseil entreprise, ne pas s'y intéresser. En plus de cela, un dispositif très, très intéressant, ça va être l'abondement dans la holding. C'est un dispositif qui est simple. Le dirigeant va pouvoir donc venir abonder les sommes de ces flux-là. Donc là encore, il peut venir abonder là, notamment les versements personnels qui ont été effectués par le bénéficiaire. Donc les plafonds à respecter sont de 300% du versement réalisé. Donc finalement, si on verse au plafond et on permet aux bénéficiaires d'aller jusqu'au plafond légaux, on peut épargner jusqu'à 14 835 € avec seulement 3 708 € d'effort d'épargne, ce qui est relativement conséquent. Alors, effectivement, on a vu les conditions d'éligibilité de la holding. Le dispositif le plus simple à mettre en place, bien entendu, sans avoir de contraintes non plus par rapport à la date fiscale d'arrêter des comptes de l'entreprise, c'est un plan d'épargne avec un abondement, donc 2 plans d'épargne accessibles, comme nous le rappelait Caroline. Finalement, avec 3 708 € d'effort d'épargne personnelle, eh bien, on peut avoir une épargne générée par an de 14 835 €. C'est, dirons-nous, le premier étage de la fusée. Le second, si effectivement j'ai de l'intéressement sur les filles, donc si dans le cadre de référence, les volontés du dirigeant et de l'actionnaire
eh bien, il est possible d'équiper, ou les filles sont déjà équipées d'un accord d'intéressement, au moins 2 tiers des effectifs, eh bien, je vais pouvoir mettre en place un accord d'intéressement sur la performance de mes filles, et cet accord d'intéressement s'appliquera au personnel de la holding. Usuellement, on constate en seuil de déclenchement un montant de BE ou d'EBITDA ou une variation de l'EBE ou de l'EBITDA par rapport aux 3 ou 4 précédents exercices. Donc, on fait la moyenne des 3 EBE des précédents exercices clos et on regarde si le BE de l'exercice de calcul est, par exemple, supérieur ou égal à cette moyenne. Donc, ça nous fait un accord d'intéressement qui est assez simple à mettre en place. Notons que pour la participation, en revanche, et nous l'aborderons un peu plus tard, il n'y a pas de contrainte de symétrie d'équipement entre la holding d'une part, les filles d'autre part, sur ce dispositif qui est l'accord de participation. Bien entendu, sur nos accords d'intéressement, on a en règle générale un type d'accord d'intéressement sur la holding. Sur les filles, j'aurai soit un accord d'intéressement commun à l'ensemble des filles, donc une notion d'accord d'intéressement groupe pour les filles, soit alors je vais avoir pour chaque fille son propre accord d'intéressement et je dois veiller chaque exercice fiscal, quand j'applique l'accord d'intéressement de la holding, que j'ai bien les 2 tiers des effectifs des filles qui est couvert par un accord d'intéressement. Donc, ces 2 accords, que ce soit l'intéressement ou la participation, finalement, dans les critères de choix, outre la volonté d'avoir un intéressement sur les filles, on a un autre critère qui va rentrer en ligne de compte, c'est le montant qui doit être distribué sur la holding. Ce montant, en intéressement, eh bien, le plafond légal collectif, on va travailler sur la masse salariale, donc sur les rémunérations brutes distribuées aux salariés non mandataires sociaux sur la holding, majorée de la rémunération assujettie à cotisation sociale et impôt sur le revenu des mandataires sociaux. Donc, on va avoir un montant collectif. De l'autre côté, en participation, les plafonds sont totalement décorrélés des masses salariales distribuées, puisque les plafonds de participation sont liés aux résultats de la holding et notamment au résultat net comptable qui va intégrer le résultat financier, c'est-à-dire les remontées de dividendes. Donc, souvent, dans de nombreux cas de figure, eh bien, on sera amené à privilégier la mise en place en de la participation dans une holding animatrice et en intégration fiscale par rapport à l'intéressement. Sur ces primes, justement, quand on a de l'intéressement et de la participation, qu'est-ce qui change, Caroline? Alors, qu'est-ce qui change? Donc, finalement, on aura 0 € d'effort personnel à réaliser, puisque ce sera directement ces versements qui sont faits par l'employeur qui vont être abondés. Donc, c'est particulièrement pertinent, notamment pour l'épargne retraite, puisque tout va être géré dans le compartiment 2 du PER, et c'est le compartiment finalement le plus optimisé socialement et fiscalement. Alors que si on effectuait des versements volontaires notamment, la fiscalité dépendrait de la déductibilité ou non des versements à l'entrée. Donc pour plus de détails, là, n'hésitez pas à consulter nos équipes sur le terrain. Elles seront totalement à même de vous donner plus d'explications à ce sujet. Alors pour la participation volontaire. Donc la participation volontaire dans les entreprises de moins de 50 salariés. Peu importe que la formule légale, que la formule de la participation soit légale ou dérogatoire, finalement, la participation et l'éventuel supplément, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est plafonnée à l'un des 4 plafonds mentionnés dans l'accord. Donc l'intérêt numéro 1 va être bien sûr de placer les primes de participation. Pourquoi? Puisque si on les place, on va être exonéré d'impôt sur le revenu et le revenu fiscal de référence ne viendra pas, ne sera pas augmenté. Néanmoins, si le bénéficiaire ne peut pas, pour des raisons notamment de pouvoir d'achat, placer les sommes, dans ce cas-là, il va les toucher directement et il va être imposé au titre de l'impôt sur le revenu et ça viendra augmenter son revenu fiscal de référence. Donc là, il faudra faire attention puisque c'est le revenu fiscal de référence qui est pris en compte pour les aides sociales, notamment les APL, l'ARE, etc. Donc ça pourra venir diminuer ou supprimer certaines aides. Donc il faut faire attention à ce niveau-là.
Le législateur, pour ce qui est des placements, a prévu un placement par défaut. Donc, si aucun choix n'est fait, c'est 50% sur le PE, 50% sur le PER. Si l'entreprise n'a pas mis en place de PER, ce sera à 100% sur le PE. Alors, Eric, sur les types d'accords, sur le choix entre formules légales, dérogatoires, etc., qu'est-ce que tu peux nous partager? Alors, Caroline, tout d'abord, juste un petit point sur deux questions pour lesquelles j'ai cliqué hâtivement répondre en direct. Donc, je vais le faire au lieu de répondre par écrit. Donc, une première question, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, vaut-il mieux verser ses primes d'intéressement ou de participation sur le PERCO, puisque dans ce cas-là, c'est disponible à tout moment. Alors, on entend par PERCO la version Pacte, hein, c'est-à-dire le PERECO, bien entendu. Plutôt que le PE. Est-ce exact, nous demande Gilles. La réponse est oui, bien sûr, hein, c'est exact, Gilles. Dans ce cadre très spécifique du cumul emploi-retraite, les avoirs sur le PERECO sont immédiatement disponibles. Donc, il convient de prioriser ce support à celui du PE-PEI. Et une autre question de Christopher sur les plafonds individuels d'intéressement de participation. À un moment, sur une diapo, il y a 34 000 euros, l'autre, il y a 32 000 euros. Oui, vous avez raison, il y a bien deux montants différents, mais il y a une raison derrière pour laquelle il y a deux montants différents. Tu peux nous en parler, Caroline? Oui, alors il y a deux montants différents puisque en fait, on va regarder le plafond sur l'exercice de calcul. Donc là, on a regardé sur 2023 pour ce qui va être versé en 2024 sur la slide précédente. Néanmoins, si on calcule pour cette année-là, ça va être du coup 75% du prélèvement du plafond annuel de la sécurité sociale de 2024 et donc on arrivera à environ 34 000 euros. Merci beaucoup, Caroline. Nous referons un petit point sur les différentes questions dans quelques minutes. Alors, participation, justement, quels sont les trois grands types d'accords ou de dispositifs de participation qui peuvent être mis en place? Donc, vous avez tout d'abord l'accord volontaire à formule légale. Dans les holdings qui sont en intégration fiscale, très souvent, la formule légale est nulle hein, à cause des remontées de dividendes et du jeu de fiscalité sur ces remontées de dividendes. Vous avez également un régime volontaire, toujours à formule légale, qui peut être inclus dans un PEI. Donc, quand la formule légale est positive, eh bien, c'est un dispositif qui peut être regardé. Et puis, le dispositif tout-terrain, notamment depuis la loi partage de la valeur, c'est l'accord volontaire à formule dérogatoire. Donc, voici les points qui sont communs à ces différents dispositifs. Regardons effectivement que parmi les bénéficiaires, à l'instar des accords de flux type intéressement, la participation eh bien, va primer l'ensemble des bénéficiaires sur l'exercice fiscal de calcul. Donc, au jour de mise en paiement, eh bien, je peux avoir des bénéficiaires qui ne sont plus sous contrat de travail avec l'entreprise, d'où l'intérêt, si j'ai un peu de turnover dans une entreprise, de mixer avec de l'abondement pour recentrer les primes de partage de valeur vers les salariés présents à l'effectif de l'entreprise au jour de mise en paiement d'accords de participation, par exemple. Pour mon accord volontaire à formule légale, j'aurai toujours une durée minimale d'application qui, en fonction du premier exercice d'application et de la date à laquelle je conclus l'accord, pourra être de un exercice, deux exercices, voire trois exercices. Pour le régime volontaire, en revanche, inclus dans un règlement de plan d'épargne, là, c'est extrêmement souple puisque je choisis à la fin de ma clôture fiscale d'appliquer ou non mon accord, mon régime de participation inclus dans mon règlement de plan d'épargne. Et puis, eh bien, pour l'accord volontaire, ces modalités de conclusion sont identiques à celles de l'intéressement, c'est-à-dire avant le dernier jour de la première moitié du premier exercice d'application. Pour un exercice 31-12, forcément, la première moitié, c'est le 30 juin, pour un exercice de 12 mois. À ce moment-là, je conclurai mon accord de participation volontaire à formule dérogatoire avant le 30 juin. Et je peux tout à fait choisir un seul exercice d'application, ou deux, ou trois. C'est au choix, effectivement, de l'entreprise et de ses conseils. Notons que la formule légale est souvent délicate à estimer, puisqu'elle fait intervenir de nombreux paramètres, tant du compte de résultat que du bilan. En revanche, la formule dérogatoire, notamment depuis la loi partage de valeur, qui a supprimé la clause d'équivalence, c'est-à-dire
un minimum de participation à distribuer qui ne peut être inférieur à la formule légale. Cela est supprimé dans les accords volontaires à formule dérogatoire pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. Eh bien là, la formule est extrêmement simple à estimer, puisqu'en règle générale, on se fonde sur un résultat, par exemple le résultat net comptable. Donc, si on dit que la formule de participation, c'est 10% du résultat net comptable, eh bien, lorsqu'on arrête les comptes, il est très simple d'estimer cette valeur de 10% du résultat net comptable. Donc, voilà pour les holdings. Donc, plutôt, a priori, on regarde la participation en premier. Si effectivement les filles, au moins 2 tiers des effectifs, sont équipées d'un intéressement, on peut regarder aussi de l'intéressement. Ça se jouera essentiellement sur les plafonds de l'un ou de l'autre dispositif. Regardons maintenant les filles. Donc, pour les filles, on est sur un système holding fee. Les mandataires sociaux sont rémunérés dans la holding, qui est éligible à l'épargne salariale. On vient de le voir ensemble. Donc, sur les filles, finalement, la grosse question, ce sera intéressement ou PPV. On part du principe, bien entendu, que si ces filles sont obligatoirement assujetties à la participation, bon, la question ne se pose pas. Donc, on reste quand même dans l'optique d'avoir une holding à moins de 50 et des filles qui sont à moins de 50 salariés. La PPV aujourd'hui pour 2024, 25 et 26, Caroline, qu'est-ce que ça donne en termes de mode d'emploi? Alors, la loi partage de la valeur donc, vient proroger cette PPV qui l'exprime Macron, c'était son nom auparavant. Donc, c'est une prime exceptionnelle qui va être versée aux salariés. Il faut respecter des plafonds. Donc, on peut verser jusqu'à 3 000 € par an par bénéficiaire si l'entreprise n'a pas mis en place d'accord d'intéressement au sein de sa structure. Elle peut verser jusqu'à 6 000 € par an et par bénéficiaire dans le cas où elle a mis en place un accord d'intéressement et ou de participation. Donc pourquoi et où Parce qu'il faut faire attention dans les entreprises qui sont assujetties obligatoirement à la participation, c'est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés, comme elles ont l'obligation de mettre en place la participation, elles devront au moins avoir en plus un accord d'intéressement pour avoir droit à ce plafond de 6 000 €. Donc finalement, la loi partage de la valeur a prévu, donc c'est une grande nouveauté, la possibilité de verser la prime et d'abonder cette prime sur un plan d'épargne. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas encore les décrets, donc on ne sait pas encore comment l'abonder ni comment la placer. Donc il faut faire attention. Si jamais vous versez aujourd'hui de la PPV à vos bénéficiaires, notamment ceux qui touchent plus de 3 SMIC, aujourd'hui, elle sera forcément soumise à IR, puisqu'on ne peut pas encore vraiment la placer dans les faits. Donc il va falloir attendre les décrets pour que ces bénéficiaires-là soient exonérés d'IR en plaçant la prime sur le plan. On a une supposition en attente des décrets, mais il faudra vérifier cela prochainement. On pense que la PPV serait gérée finalement comme une campagne qui serait organisée par le teneur de compte. Donc, il y aurait un versement par défaut en cash. Le bénéficiaire aurait 15 jours pour la placer ou non, et ce serait considéré finalement comme un versement volontaire. Donc, ça entrerait, ça, attention, dans les 25% de plafond de la rémunération pour le plan d'épargne entreprise. Et bien sûr, ce serait une prime qui serait abondable. Alors attention, attention, la PPV, ça n'a pas que des effets positifs là, comme on l'a vu. Il y a des gros effets induits et il faut faire vraiment attention, vous, en tant que dirigeant. Donc, il n'y a aucune transparence déjà sur les seuils de déclenchement. Donc, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur le climat social, puisque si l'entreprise décide de la verser une année et finalement de la diminuer ou de la supprimer une autre année, ça peut être vraiment mal perçu par les salariés. Ils pourraient notamment avoir une mauvaise perception de la bonne santé de l'entreprise, ou se poser des questions, pourquoi on ne l'a pas eu cette année, etc. Donc, il faut faire attention déjà à la transparence. En deuxième lieu, attention, le dirigeant n'est pas bénéficiaire de la PPV, sauf s'il est assimilé salarié, donc s'il a un contrat de travail. Major, le revenu fiscal de référence. Donc, ça peut venir diminuer les aides sociales du bénéficiaire, comme l'ARE et l'APL, alors que finalement, l'intéressement et la participation épargnée, elles, n'augmentent pas le revenu fiscal de référence. Donc, pour nous, finalement, le seul moyen de la rendre
vertueuse, cette PPV, ça serait de l'allier avec de l'abondement. Alors, Eric, est-ce que tu peux nous parler un peu des critères de choix justement et des points d'attention autour de cette PPV? Bien sûr, Caroline. Donc, l'idée, effectivement, c'est de regarder quelles sont les différentes utilisations qu'on peut avoir de la PPV pour limiter les zones de risque que Caroline vient de partager avec nous. On en voit trois. Donc, on n'oublie pas que la PPV, c'est initialement la prime Macron, donc une réponse de pouvoir d'achat immédiat après la crise des Gilets jaunes. Globalement, on voit que ça, la PPV, c'est parfaitement faire, hein, modulo l'augmentation quand même du revenu fiscal de référence, hein, qui peut avoir des conséquences à terme sur les prestations sociales soumises à conditions de ressources que Caroline nous a rappelé. Globalement, la rédaction est simple, hein, de la PPV. On est très, très souvent sur des DUE. Sur ce pouvoir d'achat immédiat, il va falloir choisir le mode de répartition individuelle. On a un vrai problème sur la transparence de déclenchement, donc cette éventuelle conséquence du syndrome de l'avantage acquis. On voit qu'on peut rendre facilement vertueuses ces PPV, eh bien, en intégrant par exemple un critère de performance, hein, qui pourra justifier d'une année sur l'autre que les montants de la PPV évoluent. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on peut également utiliser la PPV lorsqu'on va définir le budget global de partage de valeur comme un relais de déclenchement de l'intéressement sur la fille. Je mets en place aujourd'hui un accord d'intéressement sur des filles qui clôturent au 31-12. Donc, on est aujourd'hui en mars, on va déposer nos accords, imaginons un peu avant la date légale, en avril ou en mai, mais ils vont se déclencher éventuellement un an plus tard. Donc, comment on entretient la motivation, comment on satisfait le partage de la valeur entre mai, juin 2024 et puis mai 2025, où cet accord d'intéressement pourrait produire ses fruits. Donc, notre préconisation, c'est là, par exemple, d'utiliser la PPV en relais. Bien entendu, c'est budgété dans le montant de partage de valeur qui est déterminé avec le dirigeant d'entreprise. Et là, on va avoir effectivement une utilisation ponctuelle et vertueuse, notamment si elle est combinée à de l'abondement, comme le rappelait Caroline, de ce dispositif PPV. Donc, un petit quiz en solo sur intéressement et PPV. L'intéressement définit un objectif à atteindre, bien entendu. Le mandataire social peut bénéficier de la PPV? Non, jamais. L'intéressement épargné ne majore pas le revenu fiscal de référence? Oui, c'est exact. Le plafond d'intéressement est de 75% du PAS, donc pour un intéressement calculé sur 2024, mis en paiement sur 2025, hein, sur un exercice fiscal correspondant à l'année civile. Oui, c'est exact. Je rappelle que la PPV, au maximum, son plafond est de 6 000 euros. Et puis, on n'a pas besoin d'être à jour de la représentation du personnel pour conclure soit un intéressement, soit une PPV. Eh bien, là, c'est totalement inexact, hein. Il faut toujours être à jour de sa représentation du personnel avant de conclure un accord de partage de valeur, quel qu'il soit. Enfin, les intérimaires et les salariés de moins de 3 mois d'ancienneté ont droit à l'intéressement. Eh bien, c'est faux. Ce n'est que pour la PPV que mes salariés de moins de 3 mois d'ancienneté et mes éventuels intérimaires pourraient bénéficier de cette prime de partage de valeur. Donc, sur les filles, ce qui nous semble pertinent, c'est que effectivement, quand on a une majorité de bénéficiaires inférieurs à 3 SMIC, la PPV, avec un seuil de déclenchement, et éventuellement un abondement, par exemple, à l'ancienneté, peut être intéressante à regarder. Lorsqu'on a une majorité de bénéficiaires à plus de 3 SMIC, à ce jour, sans les décrets d'application, donc ils sont fiscalisés au titre de l'IR. Même avec les décrets, ils seraient non fiscalisés au titre de l'IR, mais ils auraient toujours une augmentation de leur revenu fiscal de référence. Dans ce cas-là, on préconise de plutôt glisser directement vers un accord d'intéressement avec de l'abondement. Enfin, réfléchissons qu'après le 31 décembre 2026,
eh bien, la PPV aura à peu près exactement le même statut fiscal dans les entreprises de moins de 50 salariés qu'un accord d'intéressement. Donc, dans ce cas-là, son intérêt, notamment pour les plus de 3 SMIC, devient nettement moindre qu'il ne l'est sur les exercices 24, 25, 26. Quelle solution RS peut vous proposer? Eh bien, tout d'abord, nous avons nos solutions d'épargne salariale, de plan d'épargne salariale, avec un régime de participation volontaire intégré, la possibilité aussi de doper le rendement de l'épargne, notamment dans les holdings, avec le choix des parts H dans les formules de placement proposées dans les dispositifs RS Sélection, plan à 5 ans ou plan retraite. N'hésitez pas à consulter votre référent RS sur le terrain sur les bénéfices de ces parts H. Et puis, on a construit tout un écosystème autour de nos dispositifs d'épargne salariale, largement dématérialisé, qui va vous permettre de mettre en place le scénario idoine pour votre client. Enfin, dans les formules de placement, une gamme très large en architecture ouverte, de plus de 65 FCPE, et qui va encore s'agrandir en juin prochain avec la prochaine version d'RS Sélection, et des formules également de gestion pilotée, thématiques, par exemple, qui peuvent être choisies par les épargnants et qui sont gratuites et accessibles dès le plan à 5 ans. Elles ne sont pas exclusivement réservées sur le dispositif retraite. Lorsque l'on veut mettre en place avec l'écosystème qu'RS vous propose un accord de participation, eh bien, c'est tout simplement RS Participation. Donc, une formule à ce jour PDF auto-remplissable où il convient de choisir formule légale ou formule dérogatoire. Dans la formule dérogatoire, le pourcentage du résultat net comptable que l'on souhaite déclencher, 5%, 10%. Je rappelle qu'avec le supplément de participation, on peut monter à l'un des 4 plafonds légaux de la participation qui sont dans cet accord, donc qui sont au choix de l'entreprise lors de chaque exercice fiscal d'application. C'est une vraie démarche de conseil, donc nous proposons de pouvoir facturer des honoraires, en règle générale un minimum de 1 000 € hors taxe lors de la mise en place d'un tel accord. J'imagine, Caroline, que tu meurs d'envie de nous présenter la même formule, mais pour l'intéressement. Et c'est Tout maintenant. à fait. Alors, pour l'intéressement, c'est encore plus simple puisque vous pouvez directement depuis l'espace partenaire remplir étape par étape votre accord d'intéressement. Donc, ça tout se fait de manière dématérialisée. Alors, ne vous inquiétez pas pour ceux et celles qui sont accros au papier. On a bien sûr toujours les PDF modifiables en papier, imprimables, qui sont également disponibles. Donc finalement, c'est très simple. Qu'est-ce que vous avez besoin? Enfin, vous avez besoin de vous occuper, vous, finalement, que de 4 étapes. Donc il y a 4 étapes de personnalisation de l'accord qui est propre à chaque entreprise. Donc ça va être le seuil de déclenchement. Le montant de la prime globale d'intéressement, donc le budget que vous voulez allouer à l'intéressement, comment vous souhaitez répartir la prime, et enfin la durée de l'accord d'intéressement, et est-ce que vous souhaitez qu'il soit reconduit ou pas, notamment tacitement. Donc finalement, tout le reste, on va être sur du légal, sur de l'obligatoire. Donc nous, RS, on assure la veille juridique. Donc en tant que juriste, on vous garantit que tout est à jour. Finalement, vous avez seulement besoin, vous, de définir ces 4 étapes de votre côté. Alors, en complément, Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les 2 offres packagées en épargne salariale? Eh bien, ces 2 offres sont d'une part RS Sélection, d'autre part RS Conviction. RS Sélection, c'est l'offre historique d'RS avec la gamme de formules de paramétrage la plus large, la gamme de gestion financière également la plus grande, et la possibilité d'accéder à ces fameuses parts H, ainsi qu'un régime de participation intégré. RS Conviction, c'est plus le plan d'épargne des filles sur le sujet d'aujourd'hui, cet épisode 3 filles holding, un plan d'épargne recentré sur des fonctionnalités basiques en termes de paramétrage, donc le choix d'un taux uniforme d'abondement, d'un plafond uniforme d'abondement, par exemple, le choix d'une gamme de gestion financière qui est recentrée sur les formules investissement socialement responsable
et également le fonds de partage avec la fondation RS qui est assez atypique sur le marché aujourd'hui dans les FCPE, accessible sur ce dispositif RS Conviction. Une tarification très simple au nombre de porteurs, donc 200 € jusqu'à 20 porteurs et 10 € le porteur supplémentaire au-delà de 20 par exemple. C'est une offre qui est vraiment indiquée pour les mises en place de dispositifs au sein des filles dans cette typologie de clients holding filles. Pour cela, sur le terrain, vous avez une équipe d'experts. RS a régulièrement investi depuis quelques années pour que vous ayez un relais de proximité afin de vous accompagner, vous, notre partenaire Orias, vous, partenaire expert comptable qui souhaitez travailler avec l'un de nos partenaires Orias experts sur le partage de la valeur, sur la construction du scénario iDouane pour votre client. Eh bien, il est 15h16. Je vous propose d'aborder nos cas pratiques et ensuite de faire un point sur les questions. Est-ce que ça te va, Caroline? Tu valides? Oui, parfait, Eric. Eh bien, c'est parti. Alors, nous allons retrouver dans nos cas pratiques, nous allons retrouver l'entreprise Pêcherie du Val d'Allier du mois dernier qui mettait en place un accord d'intéressement. Les dirigeants ont eu l'opportunité de racheter une autre entreprise de même activité dans une autre région, dans la région Nouvelle-Aquitaine qui m'est chère, donc le Fumoir de l'Adour, le sud de la Nouvelle-Aquitaine, entre Landes et Pays Basque. Et eh bien, on va avoir une clôture fiscale au 31 mars, un premier exercice de 12 mois pour la holding, mais il y a une spécificité, c'est que désormais, ils ont besoin d'un responsable qualité à temps plein qui intervienne sur les deux structures, compte tenu des process de qualité réglementaires et liés à leur activité sur ces deux structures. Donc, ils ont une salariée en vue, Clémence, sauf que Clémence, elle a deux offres. Et elle a une offre notamment d'un des leaders du marché qui est l'Abbayerie. Question, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous en termes de partage de valeur pour les associés, donc Paul et Lou? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Clémence et comment on peut envisager le partage de valeur dans ce dispositif? Donc, quelles sont les informations dont nous allons avoir besoin? Nous savons qu'il y a déjà un accord d'intéressement sur Pêcherie du Val d'Allier, puisqu'on l'a fait le mois dernier. Donc, j'ai 21 salariés. 21 salariés, 2/3 de l'effectif, c'est bon, j'y suis. Donc, je peux éventuellement réfléchir à un intéressement sur la holding. Il n'y a aucun dispositif sur Fumoir de l'Adour. Mon prévisionnel d'activité, donc l'expert comptable qui suit le dossier, nous indique qu'il y aura minimum 60 000 € de remontée de dividendes. Donc, je sais que dans mon résultat net comptable, j'aurai un peu d'exploitation et j'aurai 60 000 € de remontée de dividendes. Il faut que je recrute Clémence et que je prévois dans la holding 7 500 € brut de prime de partage de valeur. Et puis, la mise en place de la convention de prestation est bien entendu en cours entre le montage de cette holding, la création de cette holding et les deux filles que nous avons vues ensemble. Donc, qu'allons-nous préconiser? La mise en place d'un accord de participation volontaire à formule dérogatoire sur la holding, puisque compte tenu des montants à distribuer, c'est ce qui semble le plus pertinent par rapport au plafond d'intéressement que l'on pourrait avoir. Et donc, nous sommes sur la même logique de mise en place qu'un accord d'intéressement avant le dernier jour de la première moitié du premier exercice fiscal d'application. Donc, le premier exercice fiscal d'application, ce sera notre clôture au 30 septembre 2024. Et donc, nous avons à mettre en place cela avant le 31 mars. Rapidement, pourquoi nous avons prévu de plutôt mettre en place la participation que l'intéressement? À cause du montant maximum que nous pouvons distribuer, qui est plus favorable avec la participation que l'intéressement dans cette structure. Comme on est en intégration fiscale, on privilégie plutôt une formule dérogatoire en participation à une formule légale qui serait négative. Et on va choisir quelque chose de simple, comme nous l'avons montré tout à l'heure sur RS Participation, donc X% du résultat net comptable. Voilà pour ce cas sur ces deux structures et leur holding. En conclusion,
nous voyons que nous sommes sur une vraie mission de conseil préalable à la mise en place et l'application des dispositifs de partage de valeur. Qui dit mission de conseil dit facturation d'honoraires. Donc, c'est un moyen, effectivement, d'avoir une source de revenus complémentaire, tant pour le partenaire ORIAS qu'éventuellement pour l'expert comptable prescripteur travaillant en interprofessionnalité avec un partenaire ORIAS, expert RS des dispositifs de partage de valeur. Caroline, est-ce qu'on a une chance d'avoir en avril, le troisième jeudi du mois, les décrets d'application? Eh ben, écoutez, on l'espère du moins. Donc, si les décrets sont parus d'ici là, le quatrième épisode sera bien évidemment dédié au décret d'application et au mode d'emploi de ce décret. On vous remercie vivement pour votre attention. Peut-être, Eric, nous avons une dernière question. Oui, on va regarder puisqu'il est 15h21, 22 même, donc Donc, nous nous avons avons encore du encore temps si 8 vous avez des minutes questions. pour être... Donc, si j'ai un dispositif de participation intégré dans RS Sélection, donc sur le PEI, est-ce qu'on doit quand même le déposer? Non, c'est déjà fait. Oui. Lorsque vous prenez le règlement de PUI RS Sélection 12, vous allez regarder à la fin du règlement, juste avant les annexes, vous avez les récépissés de dépôt. Vous en avez deux, hein, classiquement. Donc, vous en avez un qui mentionne le PERECOI et vous en avez un autre qui mentionne un PUI intégrant un accord de participation. Donc, c'est déjà fait, c'est vraiment prêt à l'emploi. Les formalités sont ultra réduites. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'épargne salariale va devenir obligatoire pour les entreprises de plus de 11 salariés? Alors, oui, épargne salariale, donc c'est assez large puisque ça pourrait être aussi une prime de partage de la valeur. Donc, est-ce qu'on le rentre dans de l'épargne salariale? On pourrait, puisque ça va être ça, on va pouvoir la verser sur un plan. Néanmoins, il faudra bien, donc, que ce soit c'est dans les entreprises de 11 à 50 salariés, et il faudra également avoir réalisé un bénéfice net fiscal supérieur à 1% du chiffre d'affaires, et cela pendant 3 années consécutives. Donc, il y a quand même plusieurs conditions à réunir pour que cette obligation s'applique. Parfait. Avons-nous une autre question? Alors, donc, Eric, la notion, je te la lis, hein, la Oui, notion des 2 tiers des entreprises filles doivent oui. être équipées, ou est-ce que c'est les effectifs? Alors, c'est 2 tiers des effectifs des entreprises filles, si je reprends le verbatim de notre participante. Donc, on est sur chaque fille, donc numéro sirène. Ce numéro sirène a un effectif. Et dans cet effectif, lorsqu'on cumule l'ensemble de l'effectif des filles animées par notre holding, il faut que j'ai les 2 tiers des effectifs qui soient couverts par un accord d'intéressement. Donc, dans l'effectif, on prendra exclusivement les salariés sous CDI, sous CDD, contrat saisonnier, éventuellement contrat sportif, mais on ne prendra pas les alternants, les apprentis, bien entendu pas les stagiaires qui ne sont pas des salariés, on ne prendra pas non plus les intérimaires, puisqu'ils ne comptent pas dans la notion d'effectifs de cette entreprise fille. Tout à fait, Eric. Alors, on n'a pas parlé du supplément d'intéressement. A-t-il disparu? Bah non, non. Le Non, supplément il est toujours d'intéressement là. n'a pas disparu, il est toujours bien là. Donc, on peut toujours le verser. Ainsi, l'accord d'intéressement, c'est bien déclenché. Je Donc, vous invite à revoir notre épisode sur intéressement et oui, PPV. Je crois que c'est- c'était celui de janvier ou février, j'ai un doute. Non, février, celui du mois dernier, où là, c'était ouais, le dernier épisode, il on, me semble. où là, on a effectivement abordé le supplément d'intéressement, mais bien entendu, on a toujours la possibilité, avec le supplément d'intéressement, d'aller au-delà du montant contractuel défini par l'accord lui-même. Alors, Eric, est-ce qu'un mandataire social qui se rémunère uniquement en dividende, hein, donc qui n'a pas de rémunération autre, peut-il prétendre à de la participation? Alors, je serais tenté de dire non. Et plus je réfléchis, plus j'affirme non. Parce que si c'est de manière récurrente, une fois, ça passera. Mais si c'est de manière récurrente, le souci, c'est que vous allez avoir, selon les URSSAF, une rémunération assujettie à cotisation sociale et impôt sur le revenu manifestement disproportionnée
par rapport à la prime d'intéressement et ou de participation perçue. Alors, on a eu plusieurs fois la question comment revoir les épisodes antérieurs. Donc, j'ai répondu normalement en direct. Donc, je vais vous redonner. Donc, il faut envoyer un mail à contact@rs-group.com. Donc, vous pouvez faire la demande et un lien vers le replay et ainsi que le support de présentation vous sera communiqué. Super. Eh bien, Caroline, il est 15h28, donc nous avons terminé cet épisode avec 2 minutes d'avance par rapport à l'horaire prévu. Nous vous remercions toutes et tous de votre participation et d'avoir partagé cette heure-là avec Caroline et nous. Un grand merci, Caroline, pour nous avoir Merci à accompagnés toi, sur cet Eric. épisode Merci à vous. numéro 3. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Chronique de partage. C'est ça. Merci à tous et on se dit à jeudi du mois prochain. 18 Au revoir. avril. À très bientôt. Au revoir.